Si vous étiez transporté sur le continent américain il y a 100 000 ans, à l'époque du Pléistocène, vous vous retrouveriez dans un monde très différent. Le climat serait plus froid, l'air plus sec, et de nombreux animaux ne ressembleraient à aucun de ceux que l'on voit aujourd'hui. Toutefois, si vous étiez extrêmement malchanceux, vous tomberiez sur un animal qui, à première vue, semblerait très familier à une créature bien connue aujourd'hui, le loup. Cependant, ce canidé n'est pas le genre de loup que nous connaissons. Il s'agit plutôt de quelque chose de bien plus féroce et mortel. Il s'agit du loup terrible. L'existence de ce puissant animal est connue depuis longtemps, car des restes de grands loups disparus ont été trouvés partout aux États-Unis, même dans les années 1850. À l'époque, il n'était pas certain que ces fossiles appartiennent tous à la même espèce. En outre, après examen, les paléontologues ont estimé que ces restes appartenaient à un genre déjà établi, Canis, qui comprend à la fois des espèces éteintes et vivantes, telles que les loups, les chiens, les coyotes et le chacal doré. C'est ainsi que le loup sinistre a été surnommé Canis dirus. Cependant, peu de temps après sa description, il a été officiellement renommé Aenocion dirus, ce qui se traduit par loup terrible. C'est également de là que vient le surnom de loup redoutable, la partie redoutable faisant référence au mot latin dirus, tandis que la partie loup provient évidemment de son statut de loup. Il y a cependant un petit problème, car en réalité, il ne s'agissait pas d'un loup. Cette surprise choquante n'a été révélée qu'en 2021, lorsque l'analyse de l'ADN a montré que les loups et les grands loups ne sont en fait pas du tout étroitement apparentés, mais qu'il s'agit plutôt de deux lignées très divergentes, dont l'ancêtre commun le plus récent remonte à plus de 5,7 millions d'années. Cette découverte a entraîné un nouveau changement de nom, l'espèce étant désormais désignée sous le nom d'Aenocion dirus. Non seulement ces deux espèces ne sont pas apparentées, mais on a également découvert que le loup gris n'est pas son parent vivant le plus proche, le gagnant de ce titre étant en fait le chacal africain. Cela dit, les scientifiques savaient que le grand loup était physiquement plus proche du loup gris que du chacal, car ils avaient tous deux une taille, un plan de corps et des proportions similaires. Il s'est avéré que ces similitudes étaient le résultat d'une évolution convergente, qui se produit lorsque deux organismes n'ayant pas d'ancêtres communs récents finissent par se ressembler fortement en s'adaptant indépendamment pour occuper une niche écologique similaire. Nous savons que c'est le cas du grand loup et du loup gris, puisqu'ils ont tous deux coexisté en Amérique du Nord pendant des milliers d'années. Bien que les deux espèces partagent de nombreuses similitudes, le grand loup possédait certains traits et caractéristiques qui le rendaient unique et encore plus terrifiant que le loup gris, l'un des traits les plus reconnaissables étant sa taille impressionnante. Les paléontologues ont estimé qu'un adulte normal devait peser entre 60 et 68 kg, ce qui le rendait en moyenne aussi grand que les plus gros loups gris. Certains individus ont pu devenir encore plus grands, mais leur taille exacte n'est pas connue à l'heure actuelle. Cela dit, les paléontologues ont déclaré que les adultes les plus grands auraient pu atteindre une taille maximale théorique de 110 kg, un nombre plus élevé étant probablement impossible à atteindre en raison des contraintes squelettiques. Mis à part le maximum théorique, les tailles qui ont été confirmées signifient toujours que le grand loup était l'un des plus grands canidés à avoir jamais vécu. Et s'il s'agissait d'un loup, il aurait été considéré comme la plus grande espèce de canis de tous les temps. Cependant, tous les loups géants n'ont pas connu cette gloire, car il existe deux sous-espèces différentes, Aenocion dirus gildayi et Aenocion dirus dirus, qui diffèrent toutes deux par leur taille. Ces deux sous-espèces habitent chacune des régions distinctes, Gildayi allant de la Californie au Mexique, tandis que Dirus dirus vit dans les régions situées à l'est de la ligne de partage des eaux. Dirus dirus était le plus grand des deux, avec une taille supérieure de 10 à 15%. En plus d'être plus grande, la sous-espèce avait aussi proportionnellement des membres plus longs, ce qui indiquait aux scientifiques qu'elle était probablement mieux adaptée à la course. La raison de ces différences n'est pas totalement claire pour les scientifiques, mais la plupart d'entre eux pensent qu'elles résultent à la fois de facteurs environnementaux et des types de proies disponibles dans l'environnement de chaque sous-espèce. En outre,
On suppose que leurs différences proviennent de leur âge, Dirus dirus étant la plus jeune des deux sous-espèces, ce qui laisse supposer qu'au fil du temps, un changement s'est produit dans les Amériques, provoquant une augmentation de la taille des loups terribles. En effet, même la plus petite des deux sous-espèces était une véritable machine à tuer, car elle et son homologue plus grand possédaient tous deux une morsure unique en son genre, considérée par les paléontologues comme la plus perfectionnée de toutes les espèces de loups. Cette capacité de morsure avancée est due à la taille relativement importante de son crâne, dont les deux côtés de la tête sont dotés de grands muscles temporaux. Cela permettait au grand loup de mordre avec une force extrême pour sa taille. En fait, le grand loup avait, livre pour livre ou kilo pour kilo, la morsure la plus puissante de tous les mammifères placentaires. Il était capable de mordre plus de 2 fois plus fort que le smilodon, un prédateur coexistant, qui pouvait parfois peser 4 fois plus que le grand loup. Outre sa morsure d'une efficacité redoutable, le grand loup possédait une dentition unique qui lui permettait d'atteindre un niveau supérieur. Ses molaires étaient spécialement adaptés au cisaillement de la chair et ses canines présentaient le niveau de flexibilité le plus élevé jamais observé chez un canidé. Cette flexibilité n'étaye pas seulement l'hypothèse d'une immense morsure, mais indique également qu'il était bien adapté pour se débattre avec ses proies une fois qu'il les tenait entre ses griffes. Malheureusement pour les proies du grand loup, il est fort probable qu'elles aient eu à subir plus d'une morsure infernale, car le grand loup était très certainement une créature sociale qui vivait en meute. C'est ce que l'on croit généralement, car de nombreux sites à travers les Amériques contiennent de nombreux loups terribles qui sont morts au même endroit et au même moment. L'un des sites les plus célèbres est celui de la Brea Pits, qui a servi de piège à prédateurs il y a bien longtemps, en enfermant un grand nombre d'entre eux dans ses fosses gluantes. Le nombre de grands loups trouvés sur ce site a suffi à convaincre de nombreux observateurs que les grands loups avaient un comportement grégaire. La taille exacte de ces meutes n'est pas connue, mais on estime qu'elles comptaient entre 12 et 30 individus. Compte tenu de ces chiffres, de sa taille et de sa morsure, nombreux sont ceux qui pensaient que le grand loup était un expert dans l'abattage de la grande mégafaune avec laquelle il vivait. Récemment, cette croyance a été confirmée par des analyses isotopiques qui ont révélé que ces proies étaient notamment le chameau d'Hyères, le bison des pins, le prongorne nain, le cheval de l'Ouest, le paresseux géant et même le mammouth colombien et le mastodonte américain, bien que ces derniers semblent avoir été plus rares à chasser et à fouiller pour le grand loup. Pour abattre ces grands animaux, le grand loup utilisait probablement des tactiques similaires à celles que l'on observe aujourd'hui dans les meutes de loups gris, c'est-à-dire que ses membres se dispersaient d'abord, puis se rapprochaient d'un grand animal, qu'ils se mettaient ensuite à attaquer avec leurs morsures. Le nombre de dents cassées chez les grands loups était exceptionnellement élevé, bien plus que chez les canidés actuels, ce qui laisse supposer que les grands loups étaient des tueurs très méticuleux et qu'ils menaient de grandes luttes avec leurs proies géantes, qui auraient été très sanglantes. Les paléontologues ont également découvert qu'il ne se spécialisait pas dans une seule proie et qu'il avait plutôt un régime alimentaire relativement équilibré, hypercarnivore, ce qui signifie que plus de 70% de sa nourriture était constituée de viande. Toutefois, à l'instar des loups actuels, on pense que les grands loups mangeaient des baies et d'autres fruits lorsque l'occasion se présentait, ou pour compléter certains nutriments qui manquaient à leur régime alimentaire. La structure de la meute a permis aux loups terribles d'être à la fois extrêmement prospères et difficiles à défier. Comme on peut le voir dans les fosses de goudron de la Brea, ces fosses piègent les herbivores, qui attirent à leur tour toutes sortes de prédateurs. Pourtant, des restes fossiles ont montré que les grands loups étaient de loin les carnivores les plus courants, ce qui suggère qu'ils étaient capables de s'emparer de ces zones et de ces carcasses et de les défendre avec succès contre tout concurrent. Ces meutes étaient dirigées par 2 alphas qui étaient appariés, les autres membres étant leurs descendants de l'année en cours et de l'année précédente. Cela signifie également que les loups terribles pratiquaient des relations monogames, ce que l'on observe également chez les loups gris. La vie en meute du loup sauvage a véritablement changé la donne et lui a permis de s'étendre à de nombreux types d'habitats différents, notamment les plaines ouvertes, les prairies, les savanes arides, les montagnes et les steppes. Les vestiges montrent qu'il a habité de grandes parties de l'Amérique, du Mexique et du Canada. En outre, des restes de grands loups ont également été trouvés en Chine,
ce qui laisse supposer qu'ils ont traversé le détroit de Bering il y a des dizaines de milliers d'années. Les restes chinois, en particulier, ont été datés de 40 000 ans. Mais il est possible que le grand loup soit arrivé plus tôt encore. Cette expansion est sans aucun doute très impressionnante, mais l'absence relative de restes en dehors des Amériques suggère qu'il n'a pas eu le même succès en dehors de son aire de répartition. Certains paléontologues attribuent ce manque de succès à ses concurrents, car en Eurasie, il aurait été confronté à la hyène des cavernes, un prédateur déjà bien établi et extrêmement répandu, ce qui aurait posé d'immenses problèmes aux loups terrifiants. En effet, le grand loup coexistait avec un grand nombre de prédateurs, dont le smilodon, le lion d'Amérique, le loup gris du Pléistocène, l'ours à face courte, le coyote du Pléistocène et le couguar. Nombre de ces prédateurs chassaient également les mêmes animaux, ce qui créait une concurrence intense dans l'environnement. Cela a probablement joué un rôle dans les habitudes alimentaires du grand loup, car des études sur les os de ses proies ont montré qu'il s'agissait d'un mangeur vorace qui consommait le plus possible, le plus rapidement possible, ce qui est probablement dû à la menace de concurrents potentiels à proximité. L'homme aurait également pu être un obstacle pour ces grands canidés, puisqu'ils ont tous deux coexisté pendant des milliers d'années. L'homme est arrivé en Amérique du Nord il y a plus de 20 000 ans, et les grands loups n'ont péri qu'il y a 9 500 ans. Cependant, aucune preuve directe d'interaction entre les deux n'a encore été découverte. Malheureusement, le grand loup semble ne pas avoir survécu au-delà de 9 000 ans, et son extinction a intrigué de nombreuses personnes, car il semblait avoir le nombre d'individus, la taille et les adaptations aux morsures de son côté. Le grand loup était également capable de vivre dans de nombreux climats différents, y compris des climats tropicaux, ce qui laisse sceptique sur le fait que le changement climatique l'ait emporté. Cela a conduit à l'idée que sa chute a été causée par la disparition de ses proies, la mégafaune, dont beaucoup ont disparu au cours de l'événement d'extinction du Quaternaire, qui fait l'objet de ses propres débats, allant de la chasse par l'homme au réchauffement des températures. Cet événement d'extinction correspond à la disparition du grand loup, et le fait que le seul grand animal apparenté au loup à avoir survécu à cette purge soit le loup gris, qui est moins carnivore et plus gracile, ce qui signifie qu'il était probablement plus apte à compléter son régime alimentaire, confirme cette pénurie de grandes proies. Cela signifie malheureusement que, pour l'instant, nous ne pouvons apprécier ces créatures majestueuses qu'à travers nos écrans, ce qui inclut, bien sûr, Game of Thrones. Merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez un like et un commentaire, et pensez à vous abonner si vous voulez en voir plus. Merci d'être resté jusqu'ici. N'hésitez pas à cliquer sur l'une des vidéos à l'écran pour plus de contenu similaire.